Ok, bah comme vous l'avez vu, aujourd'hui on va pas beaucoup parler directement de technique, mais vraiment plus d'approche de code, d'ouverture d'esprit, un peu voir comment on peut mêler tout ça. Je sais pas si vous avez déjà vu ce genre de remarques en pull request. Tu devrais plutôt écrire ton algo comme ça. Ce sera plus performant même si c'est moins lisible. Ou encore, si tu écrivais ta boucle plutôt de cette façon, ce serait beaucoup plus lisible pour les juniors. Moi perso, j'entends souvent ce genre de remarques. On a tous déjà débattu pendant beaucoup trop longtemps sur deux implémentations qui sont assez proches d'une même fonctionnalité, où au final on n'arrivait pas du tout à se mettre d'accord. On va essayer de voir ensemble déjà pourquoi on n'arrive pas à se mettre d'accord et surtout où on devrait plutôt mettre son énergie. Vous l'aurez compris, on va beaucoup parler de qualité de code, de façon très large, et plus précisément de la différence entre la cohabitation entre lisibilité et performance du code. Est-ce qu'on peut vraiment opposer ces deux concepts? Est-ce que privilégier l'un de ces deux concepts se fait automatiquement au détriment de l'autre? Pourquoi on n'arrive pas à se mettre d'accord, tout simplement? Où est-ce qu'on devrait plutôt mettre notre énergie? Je m'appelle Jonathan Meunier, je suis tech lead à AXA France, et l'objectif de cette présentation, ça va vraiment être qu'on comprenne pourquoi on n'arrive pas à se mettre d'accord, et clarifier quelques points ensemble autour de ces deux concepts. On va commencer par la lisibilité, on va faire un petit, voilà, parler de quelques bases et voir quelques sujets autour de ça. Je pense que vous connaissez pour la plupart ce genre d'outils qui permettent d'automatiser des choses qui sont peu intéressantes hein, et redondantes, faible valeur ajoutée. Tous les parseurs, les linters, c'est des choses auxquelles on n'a pas envie de se soucier, qui n'apportent pas, ou nous du moins, on n'apporte pas directement une plus-value à notre code. L'intérêt, c'est vraiment d'éviter des débats, même en pull request, sur des sujets d'indentation, de passage à la ligne, etc. Mais également d'avoir tous une même façon d'écrire, du moins la forme de notre code, pour éviter de polluer des pull requests hein, avec du passage à la ligne, voilà, des indentations, et au final noyer le débat pour les choses qui pourraient être intéressantes. Donc voilà, ça je pense qu'on a déjà l'habitude d'utiliser ce genre d'outils. Par contre, dans une pull request, on peut se retrouver quand même avec des commentaires de ce genre-là. Donc là, c'est du code que j'ai un peu anonymisé, mais vraiment du commentaire qu'on peut retrouver dans une pull request. En premier, une première implémentation. Alors, les exemples vont être en JS, il n'y aura pas beaucoup de code, mais c'est vraiment juste du support. Donc le premier exemple, très verbeux, où on a vraiment un cast en booléen. Bon, on n'aurait pas le problème si on était en langage typé. Encore une fois, une vérification, puis on fait notre pseudo-algo. Et après, plus du sucre syntaxique, du raccourci, du code golf, on appelle ça comme on veut, mais effectivement du code beaucoup plus court, mais qui est, faut l'avouer, beaucoup moins lisible pour quelqu'un de junior. Par junior, on va entendre quelqu'un qui débute dans l'informatique, quelqu'un qui débute dans le langage, il peut avoir des dizaines d'années d'expérience dans un autre langage, une autre stack, un autre domaine, mais qui commence par exemple ici en JavaScript, ou qui commence aussi dans le projet. On peut très bien aussi avoir le cas de quelqu'un qui va se plonger dans le contexte fonctionnel du projet, essayer de comprendre comment ça fonctionne, même s'il connaît ce genre de syntaxe, il va se retrouver d'un coup confronté à ça et avoir une certaine mécanique à mettre en place pour le lire, une énergie à dépenser peut-être qui n'est pas très utile. Donc, on a des outils automatiques, on a des débats qui peuvent intervenir, on va essayer d'énoncer quelques évidences hein, pour qu'on soit tous d'accord, mais effectivement, les pratiques les plus récentes sont généralement les plus lisibles. Pourquoi? Parce que nos langages vont nous apporter du sucre syntaxique, ou tout simplement parce que la plupart du temps, les langages récents sont quand même plus faciles à lire que les langages anciens. On ne va pas aller jusqu'à citer de l'assembleur, mais les langages les plus récents voilà, sont quand même la plupart du temps plus accessibles, donnent plus envie justement de démarrer. Également, on parle souvent d'écriture du code, mais il ne faut pas oublier que votre code va être beaucoup plus souvent lu et relu qu'il n'aura été écrit la première fois par vous, même si vous le faites une refacto dessus. Il va être lu aussi bien par vous lorsque vous passez dessus, mais par vos pairs lors de revues de code. Il va être lu également pendant toute sa durée de vie, hein, s'il y a des changements à faire, aussi bien techniques que fonctionnels. Il va être énormément relu. Et encore une fois, ça dépend, cette perception de lisibilité dépend énormément du vécu de la personne qui va le relire. On parlait du côté junior d'une personne sur un projet, mais ça peut être aussi l'expérience s'il vient d'autres technos, dans le contexte, ça peut être même les modes et les tendances du moment. Voilà, il peut y avoir plein d'éléments qui rentrent en compte, qui sont propres à la personne pour qualifier un code de lisible ou pas lisible. En résumé, la lisibilité, c'est vraiment quelque chose de subjectif, basé vraiment sur un historique personnel, sur des émotions. Ça doit vraiment devenir un outil de travail pour justement correctement travailler en équipe, en groupe, et justement pas un frein. Dans certains cas, vraiment, quand ce genre de remarque, en tout cas, cette volonté d'améliorer la lisibilité peut être trop redondante, ça peut entraîner justement des conflits d'amélioration dans nos pull requests. Ça part toujours d'un bon sentiment. On essaye toujours d'avoir des retours
positif sur notre code, mais effectivement, parfois ça peut être impossible de convaincre. On croit que notre version est la plus lisible, mais pour un biais très personnel, on parfois perd beaucoup trop de temps à essayer de convaincre que notre version est la plus lisible. J'aime bien ce schéma qui est extrait d'un article qui s'appelle 5 leçons que j'ai durement appris en 6 ans en tant qu'ingénieur logiciel. On peut retrouver le lien à la fin, je vous passerai les slides à la fin pour ceux que ça intéresse. On voit ici qu'une confiance accrue fait baisser généralement la défense qu'on peut avoir quand on prend un retour, et donc être plus enclin à traiter ces retours. Et donc si on le prend à l'inverse, par contre, trop de retours que l'on reçoit ou même que l'on donne qui pourraient être jugés inutiles ferait monter cette défense. Et même quand vous ferez des retours qui seront complètement pertinents, justement dans ce cas-là, ils pourraient être jugés comme illégitimes. Pour moi, le clean code, ce n'est pas vraiment le but final. J'ai mis clean code, on est sur un framework wiki, il faut faire quelques raccourcis, mais en tout cas, ce n'est pas vraiment le but final. Pour moi, c'est vraiment le travail en équipe et faire en sorte de réussir à tous avancer dans le même sens sans créer ce genre de conflit et de rugosité. On a parlé de la lisibilité, on va enchaîner sur la performance. Est-ce que la loi de Moore ne serait pas là pour nous défausser justement de cette question? Est-ce qu'on ne se cacherait pas derrière la loi de Moore? Effectivement, nos machines deviennent tout le temps de plus puissantes. Est-ce que c'est le cas de tout le monde? Effectivement, en tant que développeur, ops, tout ce que vous voulez, notre outil de travail, normalement, on est mieux équipé que la moyenne. Par contre, est-ce que c'est le cas de tout le monde? Est-ce que c'est le cas de nos utilisateurs? Est-ce que, également, dans une volonté green, est-ce qu'on n'aurait pas tendance à vouloir justement garder nos appareils plus longtemps? Est-ce que nos utilisateurs sont aussi bien équipés que nous? Voilà, il y a plein de questions qui se posent autour de ça. Et alors pour ceux qui ont suivi la conférence de Tristan Nitto hier, est-ce que tout simplement la loi de Moore est-elle pas morte? Est-ce qu'on ne doit pas commencer réellement à s'intéresser très sérieusement à cette problématique de performance? Si on parle du code en lui-même, pour la mesure de la performance du code, j'aime bien apparenter ça un peu à tout ce qui est méthode pure. C'est-à-dire qu'une méthode pure, si vous passez toujours les mêmes valeurs en entrée, vous aurez toujours les mêmes valeurs en sortie. C'est un peu le même principe, alors delta, quelques éléments qui peuvent être externes, mais si vous passez le même morceau de code dans le même environnement en tout cas, mais différentes implémentations du même algorithme, vous pourriez avoir des résultats de quelle est l'implémentation la plus performante en faisant une moyenne, en l'exécutant plusieurs fois, parce qu'il peut y avoir voilà, des choses qui viennent en contradiction, mais la plupart du temps, environnement égaux, le même morceau de code exécuté renverra à peu près le même temps d'exécution. Et pour terminer, la performance dépend, on avait vu la lisibilité, beaucoup de notions subjectives, là ici, essentiellement la complexité de votre donnée, la quantité, la complexité de votre algo, des choses très tangibles. En plus de ça, on a énormément d'outils qui permettent de mesurer la performance. Alors là, par exemple, j'ai affiché le React Profiler, mais en tout cas, il y a une quantité énorme de profilers qui permettent de faire ça, ou même directement vos DevTools. Dans les DevTools, vous avez également les Core Web Vitals, si vous faites du web. C'est un petit outil qui s'active très rapidement donc via les DevTools et qui permettent d'avoir vraiment des chiffres sur le ressenti utilisateur, on va dire. Donc le premier affichage, le premier moment où vous pouvez interagir avec la page, etc. Alors, c'est activable via les DevTools, maintenant il faut passer par une extension officielle, mais en tout cas, c'est des éléments que vous pouvez activer voilà, facilement et avoir des infos très tangibles rapidement. Million Lint aussi, donc Million qui a sorti Lint récemment, là je pense que ouais, c'est une petite vidéo qui tourne, mais juste un exemple d'utilisation, en gros qui va vous indiquer des choses très simples, combien de fois vous passez dans tel morceau de code, comment vous pourriez l'optimiser. Alors là, ça s'installe hyper facilement via une extension dans l'IDE, une toute petite configuration rapide. Petit défaut, c'est qu'ici, tout votre code est envoyé à OpenAI pour analyse et pour suggestion. Donc question sécurité, faites gaffe. La première version vient de sortir il y a genre 2 semaines, donc ça va peut-être s'améliorer. Faites gaffe, en tout cas il y a des outils qui existent, il ne faut pas foncer tête baissée dessus, mais il y a encore des outils qui existent, ou même on peut parler, alors c'est très jeune, mais du React Compiler qui a été annoncé récemment et qui va vraiment optimiser les perfs de votre code au build. Des petits outils, alors là, c'est pas de l'autopromo, moi je me suis développé une petite plateforme pour tester ça concrètement, c'est comme JSBench, etc. Et je me suis amusé à rajouter une petite couche de lisibilité, d'IA qui m'indique, d'après lui, quel code serait le plus lisible. Ce qui prouve que c'est n'importe quoi, parce qu'au final, il n'arrive jamais à me donner la bonne réponse. Il ne me donne jamais la même réponse, en tout cas. Mais voilà, il existe des outils comme ça qui vous permettent de tester les performances de votre code dans un environnement interne ou externe. En tout cas, la performance, là par contre, cette fois-ci, c'est vraiment quelque chose d'objectif, mesurable. Je me suis amusé aussi à envoyer à faire un test dans ma boîte.
j'ai proposé différents algorithmes très simples, par exemple ici la somme des éléments d'un tableau, et différentes implémentations du même algorithme en JS, avec vraiment les cas les plus clichés pour ces implémentations. On va les passer très rapidement. Une boucle for avec de la mutabilité, un let notamment à l'extérieur, un for each, un reduce. Moi j'aime bien cette technique, j'avoue qu'elle est assez courte et on va dire rapide à lire quand on la connaît, c'est immutable, etc. Le eval, qui est toujours rigolo, qui est souvent utilisé si vous faites des concours d'algo, du code golf, etc., qui vous permet ici, on vient rajouter un plus entre tous nos éléments et on l'évalue. Dangereux. Mais il est toujours rigolo et on se dit c'est le plus court, est-ce que ça serait le plus performant? Au final on évalue une string, à voir. Donc j'ai envoyé ce petit sondage et la question c'était lequel vous semble le plus lisible et lequel vous semble le plus performant. Et donc on se retrouve avec un petit graphique comme ça. Donc, ah ben, bon, c'est croppé en bas. En tout cas, le for each semble le plus lisible. Par contre, tout le monde s'accorde pour dire qu'il semble être le moins performant. Donc déjà, même dans ce que chacun pouvait ressentir, il y avait une grosse différence. Et pour le plus performant, c'était pas sûr. Alors, c'est quand même le for qui se détache, avec quand même une tendance à dire que c'est pas parmi les mieux lisibles. Et donc on a un petit résumé ici, et cette fois-ci j'ai vraiment exécuté ces algos sur alors plusieurs fois pour avoir une moyenne, et avec une taille de données de 100 éléments, 100 000 et 100 millions. Au final le for, alors pour très peu de données il y a très peu d'écart, et après ça se démarque quand même assez fortement pour un grand nombre de données, avec la boucle for qui est la plus performante, mais également qui était vouée comme étant la moins lisible, et l'eval qui est de loin le plus catastrophique. Donc ça c'est le premier exemple, et le clone d'un tableau. Même principe, hein, on va aller très vite sur les algos. Un concat, donc d'un tableau vide dans le deuxième. Un push avec toujours une boucle for. Un JSON stringify JSON parse, celui-là me fait rire, c'est un peu comme le eval. Clairement, au moins vous êtes sûr de ne plus avoir de référence. Vous cassez tout en string et vous reconstituez après votre JSON. Très dangereux évidemment. Surtout qu'il y a des éléments qui peuvent être très mal pris en charge, genre les dates. Une map classique. Et le structure clone, donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une nouvelle feature qui est en JS qui permet de faire exactement ce qu'on veut. Je lui donne un tableau, donc ici data, et il me clone ce tableau en me cassant les références dans un deuxième. Donc là, littéralement, niveau lisibilité, je ne vais pas influer le choix, niveau lisibilité, on est pas mal parce que c'est exactement ce qu'on veut en une méthode, et donc effectivement, le petit sondage qui a été fait, structure clone qui est le plus lisible, beaucoup remontent concat en très lisible, peut-être des gens qui ne connaissaient pas structure clone ou qui avaient l'habitude d'utiliser concat. Et par contre, niveau perf, concat qui remontait bien, et structure clone qui avait quand même une belle place. Et donc on va regarder cette fois-ci le test. Et là c'est intéressant, effectivement, le concat plaisait pas trop mal non plus, et est le plus performant dès le début. Alors l'écart non plus n'est pas énorme sur des petites données, mais l'écart se fait quand même assez important rapidement. Et le structure clone, étonnamment, est vraiment catastrophique. Niveau perf, on voit que sur des gros jeux de données, alors qui peuvent sembler irréalistes, mais sur des gros jeux de données, vraiment, ouais, les perfs sont catastrophiques. Et donc, on se rend compte que ça, c'est le genre parfait de dissonance entre lisibilité et performance. On a parfois quelque chose qui peut sembler parfaitement lisible, mais avec des perfs catastrophiques. J'aime bien, alors j'ai repris aussi cet exemple hier de la preuve je l'ai rajouté ce matin, j'avoue, parce qu'il était hyper pertinent dans l'exemple, juste cet exemple-là. Un algorithme qui avait été fait en Python par Matt Parker, vous avez le lien de la vidéo en dessous, il l'explique dans le détail, où il est passé 32 jours d'exécution, il en a parlé, il est passé à 15 minutes d'exécution, et puis il y a toute une communauté qui s'est mise en place pour essayer de se faire le défi d'encore améliorer les perfs, mais cette fois-ci plus en restant en Python, en ayant des bouts de code en assembleur, etc. Et là, cette fois-ci, on est passé à 6 secondes, 1 seconde, 6,7 millisecondes. C'était amélioré par 408 millions de fois. Par contre, je ne doute pas que le code à la base était quand même beaucoup plus lisible que la version finale en assembleur. Et donc, est-ce que dans des cas vraiment très critiques, selon la seniorité, on tend de plus en plus, de toute façon, quand on veut vraiment améliorer les perfs, à rendre le code moins lisible? Au final, on se retrouve avec la performance qui est quelque chose de rapide et quand même tout de suite utile, on va en reparler par la suite, et la lisibilité quand même qui est quelque chose de très subjectif, et avec une valeur ajoutée encore une fois variable, parce que ça dépend vraiment du contexte, de la personne qui va relire ce code. Question lisibilité, attention aussi de ne pas se faire envahir par les émotions. On va vraiment se retrouver dans une boucle de satisfaction qui va être instantanée. Vous allez lire du code, tout de suite vous allez vous dire, tout de suite vous allez le juger ce code, on juge le code, pas la personne, etc. Mais on va tout de suite se dire, ah ce code est dégueulasse, je pourrais faire mieux. Oui, effectivement, vous pourriez peut-être faire mieux. Par contre,
Pour la performance, c'est compliqué de tout de suite visuellement se rendre compte s'il est plus performant. On se fait rapidement envahir par les émotions en lisant ce genre de morceaux de code. Et si on parle un peu UX, pour moi, dans les exemples en tout cas qu'on vient de se donner, c'est vrai que l'impact est minime. On parlait, si on remet les chiffres avant, sur des jeux de données classiques de 1, 5, 10 millisecondes. Pour l'utilisateur, il ne s'en rendra pas compte. Ok. Par contre, il ne va pas s'en rendre compte pour un morceau de code qui va être exécuté une fois, effectivement. C'est imperceptible pour l'utilisateur. Par contre, pour un morceau de code qui serait exécuté, je sais pas moi, 1 million de fois par jour, on parle déjà d'environ 15 minutes, par exemple, d'utilisation de CPU. Une métrique qui ne veut pas dire grand-chose, hein, mais qu'on pourrait transposer à un coût énergétique, qu'on pourrait transposer vraiment à un coût serveur. On ne parle pas spécialement de visite unique sur un site web, mais vraiment le nombre de fois qu'un morceau de code pourrait être exécuté. Imaginez l'impact pour un bout de code d'une bibliothèque, je ne sais pas, moi, au hasard, hein, pour ceux qui connaissent Lodash, 40 millions de fois par semaine téléchargé. Et je ne doute pas que dans la lib, il y a des morceaux de code qui sont réutilisés. Donc potentiellement, le moindre impact de perf sur des morceaux de code qui sont utilisés dans des libs qui sont téléchargés des dizaines de millions de fois par semaine pour avoir un impact énorme, niveau par exemple temps d'utilisation du CPU ou coût. Avec ça, justement, on travaille beaucoup sur l'éco-conception, etc. Et tout ce travail écologique autour de notre travail, vous avez pu, je suis sûr, suivre plusieurs prêts sur le sujet au DevFest. Et ici, en fait, on parle en plus de ça que d'utilisation du code. Ça représente 20% environ, un peu moins, de l'impact écologique. Par contre, avoir vraiment une démarche de perf, encore une fois, c'était très très bien expliqué dans la présentation de Tristan Nito, qui n'avait pas exactement la même démarche pour arriver à cette conclusion. Si vous avez une démarche de perf, vous pourrez tout simplement faire en sorte que vos utilisateurs gardent plus longtemps leur matériel. C'est un raccourci, mais dans l'idée, en tout cas, faire attention qu'on ne cherche pas simplement à se dire « Ok, j'ai une machine puissante, je m'en fous des perfs ». Et évidemment, dans ce cas-là, c'est 80% d'impact écologique. Là, on aurait justement un vrai impact à garder plus longtemps nos machines. La question aussi de l'intelligence artificielle qui revient toujours, et encore une fois, là, on le voit, on a énormément de sujets hein, pendant ces 2 jours autour de ça. Mais là, j'ai pas de réponse, parce que c'est trop jeune. Ça pose beaucoup plus de questions que de réponses. Est-ce que des assistants, donc pour ceux qui utilisent à main levée comme ça, qu'est-ce qu'utilisent des assistants comme Copilot ou d'autres assistants pour coder déjà? Ouais, donc au moins plus de la moitié de la salle. Est-ce qu'ils nous proposent du code performant? Alors, j'espère qu'on fait tous attention à ça, on accepte la propale puis on la modifie. Mais au final, est-ce qu'on ne va pas prendre l'habitude simplement de bosser avec ce genre d'outils, accepter? Si nos tests passent au vert, si vous bossez en TDD, votre test il passe au vert, on accepte, je m'en fous. Mais est-ce qu'il va nous proposer du code performant? Au final, on sait que si on grossit le trait, il va se baser, il va s'entraîner sur le code public, par exemple si on parle de GitHub, de Copilot. Est-ce que le code public, actuellement, la plus grosse masse de code public sur GitHub est plus performante ou plus lisible? Donc justement, qu'est-ce qu'il va nous faire plutôt comme proposition? Est-ce qu'il pourrait y avoir des réglages plus fins pour justement améliorer les perfs sur des outils justement de génération de code comme ça, des outils de GenAI? Est-ce qu'on ne va pas tout simplement vers une uniformisation, soit d'un code plus lisible ou d'un code plus performant? Donc on fait quoi? Parce qu'au final, ce serait bien d'apporter quelques réponses. Personnellement, je ne conseille pas spécialement de privilégier la lisibilité, je pense que vous l'aurez compris, c'était peut-être un peu aiguillé, vu que c'est quelque chose quand même de totalement subjectif. C'est généralement une perte de temps et surtout d'énergie pour peu de résultats, on l'a vu, et surtout un résultat, encore une fois, qui est trop sujet à des éléments extérieurs. Après, il faut être pragmatique. Ça va dépendre beaucoup du concept, du contexte, de l'équipe. Si vous êtes sur un projet solo utilisé par peu de personnes, etc., on va coder assez rapidement quelque chose de lisible et de maintenable. Et encore, si vous êtes sur une codebase très importante, avec beaucoup de devs, peut-être quelque chose de plus maintenable. Si vous avez beaucoup d'utilisateurs, quelque chose de plus performant. Ça dépend beaucoup de votre contexte. Après, moi, ce que j'aime bien me rappeler, c'est qu'au final, l'implémentation que potentiellement j'ai en tête quand je relis une PR, ou que vous pouvez avoir en tête quand vous relisez une PR, que vous trouvez plus élégante que celle qu'a proposée votre collègue, qui lui a potentiellement passé justement des jours à décortiquer tout un problème complexe dans un contexte particulier. Est-ce que c'est justement utile de créer comme ça un conflit sur quelque chose de subjectif, ou ça serait pas mieux de faire des suggestions pour améliorer les perfs du code et justement rendre sa fonctionnalité encore meilleure pour l'utilisateur, pour le coût, mais aussi pour la planète? Je pense que c'est plus positif. Voilà, merci à tous. Donc, vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux. Merci.